C'est sans doute l'une des plantes les plus connues au monde, on la voit partout. Mais comment est-ce qu'on passe d'une plante, d'un remède quasi ancestral, à un empire commercial qui pèse des milliards de dollars? C'est exactement ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Alors, la réponse à cette question, elle tient en une plante. Une plante un peu grasse, verte, avec des épines, l'aloe vera bien sûr. C'est elle, le fil rouge de notre histoire. Une sorte de pont végétal entre les rituels des civilisations anciennes et le commerce mondialisé d'aujourd'hui. Et attention, son histoire est vertigineuse. On en trouve la trace il y a plus de 4000 ans sur des tablettes d'argile en Mésopotamie, puis chez les Égyptiens où les reines comme Cléopâtre l'utilisaient déjà. Plus tard, les Grecs, les Romains et même Christophe Colomb qui l'aurait appelé le docteur en pot. Bref, l'aloe vera a traversé les siècles avec cette aura de plante quasi miraculeuse. Ok, donc on a une plante légendaire, avec un CV impressionnant. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Eh bien aujourd'hui, la science nous permet de regarder à l'intérieur, de la passer au microscope. Et la première surprise, une feuille d'aloe vera, ce n'est pas une et même chose. Pas du tout. Si on la coupe, on voit très bien qu'elle est composée de deux substances bien distinctes. Deux parties qui n'ont ni la même composition, ni le même rôle. Et cette distinction, elle est absolument fondamentale. Au cœur de la feuille, on trouve le gel. C'est la pulpe transparente et un peu gluante. C'est la réserve d'eau de la plante et c'est ce qu'on utilise le plus souvent dans les cosmétiques. Mais juste sous la peau de la feuille, il y a autre chose, le latex. Une sève jaune, très amère. Et ça, c'est en quelque sorte le système de défense de la plante. Ces armes chimiques, remplies de composés très actifs. Alors, concentrons-nous d'abord sur ce fameux gel. De quoi est-il fait? Le chiffre le plus fou, c'est qu'il est composé à plus de 99% d'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est le petit pourcent qui reste. Dans cette matière sèche, 60% sont des polysaccharides, autrement dit, des sucres complexes. Et c'est là, dans ces sucres, que se cache une grande partie de ses secrets. Et parmi tous ces sucres, il y a une vraie star, une molécule qui intéresse énormément les scientifiques, l'acémanane. C'est le principal sucre du gel d'aloe. Et pourquoi il est si étudié? Parce qu'il aurait la capacité de stimuler notre système immunitaire, notamment en activant ce qu'on appelle les macrophages. En gros, les premières lignes de défense de notre organisme. Bon, on a vu le gel. Passons maintenant de l'autre côté, dans la partie jaune et amère, le latex. Lui aussi a son composé star, l'aloïne. L'aloïne fait partie d'une famille de molécules, les anthraquinones, et c'est un laxatif stimulant extrêmement puissant. C'est ça qui explique pourquoi, historiquement, on utilisait la plante pour la digestion. Gardez bien ce nom en tête, l'aloïne, car c'est crucial pour la suite. On a donc une plante à double facette. D'un côté, un gel doux et hydratant, de l'autre, un latex très actif. Alors, comment est-ce qu'on passe de cette dualité botanique à un empire commercial mondial? Eh bien, c'est là que le génie du marketing moderne entre en scène. Et quand on parle de l'empire de l'aloe vera, il y a un nom qui est juste incontournable. Forever Living Products. C'est le géant du secteur. Fondée en 1978, l'entreprise a tout misé sur un modèle de vente bien particulier, le marketing multiniveau, ou MLM. Et les chiffres donnent le vertige. Une présence dans plus de 160 pays, plus de 9 millions de distributeurs et un chiffre d'affaires qui dépassait déjà les 2,6 milliards de dollars en 2017. 43%, c'est le chiffre clé, l'argument massu pour attirer de nouveaux vendeurs. C'est le profit au détail qu'un nouveau distributeur peut espérer faire en vendant les produits qu'il a achetés à un prix de gros. C'est la promesse d'une rentabilité rapide qui est au cœur du discours de recrutement. Et pour grimper dans la hiérarchie de ce système, tout tourne autour d'un concept, les Case Credits ou CC. Ce sont des points qu'on accumule avec les ventes. On commence comme simple distributeur, puis on grimpe les échelons, assistant superviseur, jusqu'au statut de manager qui demande 120 CC. Sauf que pour atteindre ces sommets, ses propres ventes ne suffisent plus. Il faut que tout le réseau qu'on a recruté vende aussi. Ok, on a vu le business. C'est une machine énorme. Mais tout ça, ça repose sur une seule et même chose. La promesse que l'aloe vera, c'est bon pour la santé. Mais est-ce que c'est vrai? Qu'en dit la science? C'est le moment de confronter le marketing aux faits, les promesses aux preuves. Cette citation, elle est tirée d'une thèse en pharmacologie et elle résume parfaitement l'enjeu. En gros, les scientifiques nous disent « Attention, il y a beaucoup de choses qui se disent, il est temps de faire le tri entre la légende marketing et les faits cliniques avérés. » Alors commençons par la promesse la plus célèbre, celle que tout le monde connaît, l'aloe vera serait miraculeux pour la peau, pour apaiser les brûlures et aider à cicatriser. Et la verdict? Eh bien la science est plutôt d'accord avec la tradition. Des études cliniques sérieuses ont bien montré l'efficacité du gel sur les brûlures légères. Comment ça marche? Il semble qu'il aide la peau à produire plus de collagène, ce qui la rend plus solide, et il stimule aussi des cellules clés pour la réparation. Donc sur ce point-là, on peut dire promesse tenue. Ok, pour la peau, c'est bon. Maintenant, passons à ce qu'on avale. Les jus, les gélules, les compléments alimentaires, on leur prête des vertus pour la digestion, pour le système immunitaire. Qu'en est-il vraiment?
Là aussi, la recherche a trouvé des choses intéressantes. On se souvient de l'acémanane? Eh bien oui, il semble bien avoir un effet stimulant sur notre immunité. Le gel contient aussi des composés anti-inflammatoires, et il y a même des études sur les animaux qui suggèrent un effet sur le taux de sucre dans le sang. Et bien sûr, on n'oublie pas l'effet laxatif très puissant dû à l'aloïde présente dans le latex. Donc, on a des effets bien réels, mais attention, il y a un mais, et il est de taille. Ces propriétés actives, surtout les plus puissantes, ne sont pas sans risque. Et c'est là que la distinction entre le gel et le latex devient une question de sécurité. Et là-dessus, il faut être très clair. Les risques sont presque exclusivement liés au latex, la sève jaune, et non à le gel purifié qu'on trouve dans la plupart des produits de qualité. Consommé brut ou mal filtré, le latex peut provoquer de fortes crampes et des diarrhées. À long terme, il peut même causer une perte de potassium dangereuse pour le corps. C'est pour ça qu'il est formellement contre-indiqué pour les femmes enceintes, celles qui allaitent et les jeunes enfants. Et attention aux interactions avec certains médicaments pour le cœur. Bon, après avoir exploré l'histoire, la science et le business, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le bilan final sur l'aloe vera? Ce qui ressort, c'est vraiment l'image d'une plante à double visage. C'est un peu le Dr Jekyll à Mr Hyde du monde végétal. D'un côté, le gel, doux, apaisant, bénéfique. De l'autre, le latex, une substance puissante, presque un médicament, avec de vrais risques. Une plante qui est à la fois la base d'une médecine millénaire et d'un empire du marketing ultramoderne. Et ça nous laisse avec la grande question. L'histoire de l'aloe vera, c'est celle d'un trésor de la nature redécouvert ou celle d'une nouvelle ruée vers l'or, où le bien-être est devenu le meilleur des arguments de vente? La réponse se trouve sûrement quelque part entre les deux. Et ça nous rappelle une chose essentielle. Derrière les promesses, il faut toujours